Bonjour, je voudrais évoquer ici comment le général de Gaulle considérait qu'on pouvait fonder de façon pérenne la liberté des Français, c'était tout simplement en défendant la souveraineté des Français, la souveraineté de la France. Et cette souveraineté, elle a reposé, à mon sens, chez le général de Gaulle, sur ce que je qualifierais de 5 piliers fondamentaux. Quels sont ces 5 piliers fondamentaux? Il y a tout d'abord l'identité nationale, l'identité de la France, à travers les âges, à travers les siècles. Il y a ensuite l'indépendance diplomatique dans la politique étrangère. Troisième pilier, l'autonomie stratégique au plan de la politique de défense. Quatrième pilier, l'indépendance et la souveraineté économique au plan économique, monétaire, financier, commercial. Et enfin, cinquième pilier, ce qu'on appelle l'exception culturelle, le fait que la France, dans un monde d'échanges, dans un monde d'unification culturelle qu'on pouvait déplorer, eh bien, conserve ce qu'on a appelé son exception culturelle. Alors, évoquons tout d'abord en premier lieu le premier pilier, qui est l'identité nationale. Le général de Gaulle, on le sait, est très particulièrement attaché à l'identité de la France. Cette identité de la France, elle est immémoriale. C'est la première phrase des Mémoires d'espoir du général de Gaulle, où il dit « La France vient du fond des âges ». Il considère que la France s'est construite progressivement par le scintillement de générations et d'un peuple dont la structuration n'a pratiquement pas évolué jusque dans la seconde partie du XXe siècle. Cette France, bien sûr, elle est des cultures européennes et il disait essentiellement, disait le général de Gaulle, de race blanche, de culture latine, grecque et chrétienne. Sur le plan, en effet, du christianisme ou du catholicisme, le général de Gaulle est particulièrement attaché à l'identité de la France. Il fera établir assez frais, c'est vrai, c'est l'époque où le frais de représentation, de bouche, de communication de l'Élysée n'avait pas explosé comme jusqu'à maintenant. Le général de Gaulle fera établir une chapelle, et même si ça fera partie de son domaine privé, de cet aspect privé de sa personnalité, eh bien, il ne déniera jamais sa foi catholique, et au-delà de ça, il démontrera toujours par un certain nombre de gestes, de techniques, de cathédrales, de propos, le caractère éminemment catholique, chrétien de la France, ce qui n'empêchera pas également de prendre acte de la dimension républicaine, de la dimension laïque. Et je pense que la volonté d'instituer l'élection du président de la République au suffrage universel est en quelque sorte une réconciliation des France, celle d'avant et d'après 1789, en créant ce qu'il appelle cette monarchie républicaine, d'une part, qui conforte les institutions républicaines, mais également il donne à la France le visage d'un souverain, en quelque sorte. Et la France s'était attachée à ces 43 qu'il avait faites, et bien le président de la République continue un peu cette pérennité, pérennise un peu l'image des rois, cette iconographie en quelque sorte, qui fait continuer en quelque sorte, qui fait que la République continue l'histoire de France à travers ce président de la République élu au suffrage universel. D'ailleurs que le quinquennat est venu contrarié, puisque le septennat avait une certaine teneur, une certaine majesté, pourrait-on dire, sans jeu de mots justement, et comportait le rôle du chef de l'État, alors que le quinquennat aujourd'hui, renouvelé une fois, a ramené en quelque sorte le chef de l'État à un rang de Premier ministre et participe également à une certaine contestation, remise en cause en effet de la représentation du pouvoir en France. Et puis cette identité, cette défense d'identité nationale, elle a présidé à des choix du général de Gaulle, notamment la rupture avec l'empire colonial. C'est ce que j'appelle un nationalisme du centre qu'on avait vu 2 fois dans l'histoire. La première fois, la Turquie des années 20 avec Atatürk, le grand Atatürk, disait le général de Gaulle, c'était pas innocent et c'était assez rare dans sa bouche, où Atatürk, voyant que l'empire ottoman, via notamment le califat, est une entrave pour le peuple fondateur, pour le noyau fondateur qui est le peuple turc, et bien décide d'une rupture avec l'empire ottoman, d'abolir le califat et de se recentrer vers ce que j'appelle un nationalisme du centre, qui est assis en quelque sorte sur l'exception turque, sur le fait essentiellement turc. Ensuite,
ce nationalisme du centre, on le retrouve également avec la fin de l'URSS en 1991. Lorsque l'URSS s'effondre, là c'est rare qu'un Marcos ait fait une erreur, ce n'est pas la périphérie qui est à l'origine de l'effondrement, c'est le centre. Ce sont les Russes en effet qui ont voulu reprendre en quelque sorte leur identité, leur message historique et qui ont vu que l'Union soviétique, multinationale, avec la montée des peuples locaux et surtout des centrales, menaçait en quelque sorte leur identité historique. Donc on a eu un retour justement de la Russie, et on a vu d'ailleurs ces dernières années que la Russie s'est redéployée parce que la Russie, en amont avec elle, son image historique, depuis son image et son contenu historique depuis une douzaine de siècles. Et puis c'est le fait également plus particulier dans cette rupture anticoloniale, c'est la rupture avec l'Algérie. On sait que le général de Gaulle a été marqué par une rencontre avec Alfred Sauvy, le fameux démographe, qui lui avait dit, en effet, si vous réalisez l'Algérie française, il y aura une fusion des peuples, c'est-à-dire il y aura une indistinction entre les Français, les Français de métropole et les Algériens, et en quelque sorte, progressivement, avec le fait démographique, les Algériens deviendront majoritaires dans cette nation française, ce qui a été dit au général de Gaulle, ceux qui prônent l'intégration qui servait de colibri, et si on la mettait en œuvre, selon les propos rapportés par Alain Perfit, mon village ne s'appellerait plus Colombey les deux églises, mais Colombey les deux mosquées. Donc, le général de Gaulle défend viscéralement, tout d'abord, l'identité française. La France n'est pas anodin, n'est pas un pays anodin, la France n'est pas un pays interchangeable l'un par rapport à l'autre. Donc, c'est d'abord le pilier antinational qui est à la base, en quelque sorte, de l'existence, de la pérennité de l'existence de la France. Deuxième pilier, c'est celui d'indépendance diplomatique. Si vous me permettez de citer une anecdote personnelle, j'étais jeune étudiant à Sciences Po il y a un peu plus de 30 ans, et lors d'une conférence organisée par l'Institut Charles de Gaulle, Maurice Coudet-Normandie, l'ancien Premier ministre, surtout ministre des Affaires étrangères, hein, pendant la plupart des années de pouvoir du général de Gaulle, de 1958-1968, et nous avait dit, voilà, quand je suis arrivé, quand j'ai été nommé au Quai d'Orsay, le général de Gaulle m'a dit, je vous donne une seule consigne, en politique étrangère, ne jamais s'en remettre à quelqu'un d'autre que soi. Et en effet, le général de Gaulle tenait à ce que la France ait sa propre vision, sa propre autonomie et sa propre faculté de décision en termes diplomatiques, ce qui exprime notamment ses réticences à l'égard de la supranationalité européenne et également vis-à-vis de l'OTAN, une organisation intégrée, ce qui est à différencier en effet d'une alliance militaire où chaque pays conserve son autonomie de décision. Et on est bien pour la suite. Et en effet, dans cette indépendance diplomatique, elle se marque par le général de Gaulle, par une vision autonome, par des voyages, des relations d'État à État, de chef d'État à chef d'État, par le fait également, par la volonté en 1964 de reconnaître la République populaire de Chine. Le général de Gaulle disait, je ne peux pas ignorer 1 milliard d'hommes, parce que l'autonomie diplomatique, en effet, elle est souvent assise sur la réelle politique, sur la politique en quelque sorte des réalités diplomatiques, et elle se garde bien, en effet, comme on le fait hélas aujourd'hui, de s'orienter vers une soi-disant politique des droits de l'homme. La France a totalement abandonné son autonomie diplomatique avec celui qui est peut-être depuis 20 ans le véritable chef du Quai d'Orsay, qui est M. Bernard-Henri Lévy, qui dit que la politique, à M. Sarkozy surtout, à M. Hollande et à M. Macron, au nom d'une logique assez fumeuse et je pense assez erronée des droits de l'homme, quand on voit quelles sont les conséquences de ces politiques. La politique de Jean Gauss, c'est l'autonomie diplomatique absolue, c'est une règle absolue, au-delà de tout pseudo-critères moraux qu'on pourrait mettre en avant. Et de cette indépendance diplomatique sort un troisième pilier qui est l'indépendance stratégique en termes de défense. C'est bien sûr la construction d'une armée toujours autonome, forte, et bien sûr le choix, notamment de la possession de l'arme nucléaire. Et en effet, la sortie de l'OTAN, bien sûr, est en quelque sorte la conséquence. C'est pas, le général de Gaulle s'est pas levé un beau matin en disant on va sortir de l'OTAN en 1966, non. C'est la conséquence d'une logique, notamment du maintien de la force de frappe indépendante et autonome. Je rappelle qu'il à mon sens, la clé de voûte de la doctrine stratégique française aujourd'hui,
et qui est aujourd'hui mise en cause, puisqu'on sait en effet que on soupçonne l'actuel président de la République de vouloir partager l'arme nucléaire avec l'Allemagne et également le siège au Conseil de sécurité de l'ONU qui est essentiel de le partager avec l'Union européenne. Déjà, le traité d'Aix-la-Chapelle de 2019 est particulièrement dangereux, puisqu'en effet, la France est obligée de se concerter avec l'Allemagne en matière de décision diplomatique dans les instances internationales, ce qui est déjà une atteinte. Le général de Gaulle était proche de l'Allemagne, mais il n'a jamais été question d'une coagulation des politiques diplomatiques et des visions stratégiques. Donc cette indépendance stratégique, elle est vraiment consubstantielle à la vision du général de Gaulle en matière de défense, de sécurité et de diplomatie. Quatrième pilier également, c'est l'indépendance économique, financière et monétaire. Le général de Gaulle, on le sait, avait une vision très négative des accords de Bretton Woods de 1944, dans lequel justement il voit une dérive, on sait, qui aboutit le 15 août 1971 à la suspension du dollar, de la convertibilité du dollar par rapport à l'or, au flottement généralisé des monnaies, au désordre financier international, à la dollarisation de l'économie, et puis au fait que l'on voit aujourd'hui en quelque sorte les États-Unis, par la planche à billets, financer leur déficit budgétaire, financer leur déficit commercial par l'apport massif, par l'injection massive de dollars dans les économies internationales, avec les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et il prenait justement un retour à l'étalon or, qui aurait été beaucoup plus juste, qui aurait été beaucoup plus conséquent en termes de stabilité économique, monétaire et financière. Il s'est également toujours défié des projets fédéralistes européens en matière de monnaie unique, en pensant justement que le fait de battre monnaie était une prérogative essentielle des souverainetés. Souvenez-vous que les rois de France avaient gagné leur souveraineté non seulement par les armes, par les alliances, par les héritages des fiefs, mais également par le fait de battre monnaie et que leur monnaie s'avérait était beaucoup plus fort en termes de conscience que n'était la monnaie des féodaux. Donc cette indépendance économique également perdure, et puis il y a cette volonté de la France également dans les dépenses économiques, c'est également de considérer la communauté économique européenne comme une union douanière, une zone en effet où la France pouvait exporter ses produits et importer. Il pouvait avoir une politique dynamique, avec justement une remise en quelque sorte à niveau des productions agricoles, et n'oublions pas que la politique agricole commune, contrairement à ce qu'on l'entend, c'est pas une création des fédéralistes européens, c'est le général de Gaulle, en effet, avec comme cheville ouvrière Edgar Pisani, qui l'a imposé en 1958-1960, justement, en contrepartie d'accepter à terme la réalisation du non douanière à l'horizon 1968. La politique agricole commune est une politique volontariste, c'est pas une politique fédéraliste européenne. Et enfin, cinquième pilier également, c'est l'exception culturelle française, avec la figure d'André Malraux, cette volonté de défendre la culture française, l'ouverture des maisons de la culture de la jeunesse, rendre d'une part la culture accessible au plus grand nombre, une dimension populaire de la culture. Et puis André Malraux, bien sûr, c'est également toutes ces lois, les lois Malraux, les lois notamment de défiscalisation pour les monuments historiques, en effet, qui ont participé à la conservation de milliers d'immeubles historiques dans le pays. C'est la création des secteurs sauvegardés dans les villes, avec le fait qu'on ne pouvait pas urbaniser, bâtir n'importe comment, et qui a participé à conserver l'identité française également dans les paysages, notamment les paysages urbains. Et puis c'est cette ambition culturelle sur le livre, sur également sur les créations d'État, sur les théâtres d'État, sur les organismes d'État, qui ensuite ont été déployés, certes, et captés par la gauche, par l'entrisme de la gauche en matière culturelle, mais il y a une politique également volontaire. Et je pense que le général de Gaulle, à mon sens, n'aurait pas laissé passer en matière de cinéma, par exemple, les fameux accords Boom Bounce de 1947, je crois, dans lesquels, qui a permis au cinéma américain d'inonder les salles de projection françaises, et qui a fait qu'on aurait fini avec l'âge d'or du cinéma français, l'âge d'or qui a commencé début des années 30 jusque pratiquement en 1945, y compris pendant l'occupation. Et la France a en effet perdu en quelque sorte le cinéma, donc elle était quand même le pays
créateur, n'oublions pas, avec les frères Lumière. Et cette exception culturelle était en effet menacée et elle participait en quelque sorte à cette défense de la souveraineté française, constitue également un cinquième pilier, à mon avis, non négligeable dans la vision du général de Gaulle. Voilà, quels étaient ces 5 piliers que j'ai essayé de décrire de façon succincte, pour vous dire à quel point ils sont aujourd'hui menacés sur tous les plans. Hein, le premier pilier, l'identité nationale, on sait, est menacée aujourd'hui, à tel point qu'on fait des lois pour mettre le doigt sur ce qu'on appelle le séparatisme, pour ne pas parler en effet de l'islamisme qui se répand partout, non seulement par la terreur, mais également par les pratiques aujourd'hui généralisées dans la société française, qui sont imposées, qu'on essaie également d'imposer aux Français. Le deuxième pilier, celui de l'indépendance diplomatique, il y a depuis pratiquement 40 ans, 45 ans, en effet, les présidents successifs ont fait le choix de l'intégration européenne et non pas d'une Europe politique autonome et forte qui pèserait dans le monde, mais au contraire d'une Europe supranationale, intégrée et alignée souvent sous les intérêts de Washington et de l'OTAN. L'indépendance stratégique, on sait qu'aujourd'hui que la puissance nucléaire française est menacée, que va-t-elle devenir? On sait qu'elle n'est pas modernisée peut-être comme il le faudrait, notamment les flottes embarquées. L'indépendance économique, la France en effet a fait le choix de la monnaie unique en effet et a perdu en effet tous les instruments de choix économiques, monétaires et financiers. De plus, elle a ouvert totalement son économie, notamment aux investissements, notamment aux plans commerciaux. Hein. Elle doit soumettre aux méga accords commerciaux construits par l'Union européenne. Et quant à l'exception culturelle, on sait que sur tous les plans, si on peut encore appeler ça de la culture, la musique, le cinéma, les médias sont aujourd'hui ternis par une américainaise et sont à outrance, et que notre littérature, notre art, notre peinture, notre musique, en effet, ne sont aujourd'hui, hélas faut-il le dire, que des cultures marginales. Voilà, pour dire quand même qu'il y a un chemin qui est fait entre un chemin égal à un mauvais chemin et une mauvaise pente plutôt qui s'est dessiné depuis en effet que le général de Gaulle a quitté le pouvoir, hein, depuis ces années-là, mais dire quand même que il y a quelquefois des feux qui peuvent briller dans la nuit et que ces 5 piliers de l'exception gaullienne devraient continuer à nous guider si nous voulons toujours, pour que, comme on le dit, que France continue. Merci.